Contrairement aux deux plateaux différents, aux deux premiers plateaux, pardon, on est dans un rapport formel beaucoup plus divers. Il s'agit en fait, et vous allez voir aussi que cette collection n'est pas militante. C'est une collection, encore une fois, d'espoir, de réconciliation des peuples. La collection a été inaugurée au départ vers 2010 et ensuite en 2015 par Elias Sambar qui va venir nous parler du musée et du projet de la collection. Il sait faire les transitions. Voilà, je vais vous dire. On est très très heureux d'être là. C'est la première exposition extramuros de notre projet de musée d'art moderne de la Palestine. C'est la première fois qu'on sort de Lima où nous avons tous les ans, ça a été interrompu pendant la pandémie, mais tous les ans nous avons une exposition où nous dévoilons une partie de la collection et notamment toutes les dernières donations. Cette collection est donc, a priori, comme tous les grands projets qui marchent, est née d'une idée que tout le monde jugeait comme étant totalement irréaliste. C'est un défi lancé à une situation d'un pays occupé, avec une armée d'occupation, avec des vexations quotidiennes, et surtout au niveau des habitants, au niveau des citoyens, une vie quotidienne qui est cauchemardesque. Il n'y a pas d'autre terme. Et là se pose la question que Numa a commencé par aborder tout à l'heure, au début de la rencontre. À quoi cela sert-il de se fatiguer, de faire tout cela? Est-ce que ce n'est pas un luxe? Et je pense que c'est une question fondamentale pour plusieurs raisons. C'est non seulement pas un luxe, c'est un besoin vital. C'est un besoin vital parce qu'on ne se rend pas compte du fait que quand on vit des situations de cauchemar, l'occupation est un cauchemar, et des situations d'ennui. Vous savez, on s'ennuie beaucoup quand on est occupé, parce qu'on ne peut rien faire. Les jeunes sont cloîtrés, les gens ne peuvent pas travailler, on passe des heures à des barrages où soi-disant il faut se faire contrôler pour aller, par exemple, pour les enfants qui avant la construction de ce célèbre mur, étaient à 2 pas de leur école, maintenant ils font 5 à 6 kilomètres à pied pour contourner le mur d'eau. Tout est source de problèmes et de tracasseries. Alors, dans ces conditions, est-ce que les citoyens occupés ou en exil ont besoin de beauté? Ça peut sembler être une question tout à fait théorique et formelle. Ça n'est pas vrai. Je l'ai constaté dans les premières expositions qu'on a faites, et notamment au niveau des enfants. La première fois qu'on a exposé à l'Institut du monde arabe, il y avait une grande partie des personnes qui étaient là, qui étaient venues en famille avec enfants. Et je voyais que les enfants étaient enfin les tout jeunes, très contents. Et j'ai commencé à poser la question, qu'est-ce qui les avait rendus heureux? C'était sur les cartels, la mention Musée national de la Palestine. Les gosses disaient, nous aussi on a un musée national. Et vous voyez à quel point ça peut jouer. L'art est un fabuleux levier, contrairement à ce qu'on pense. Tout le monde prend ça comme un hobby ou un luxe. C'est un levier fantastique, un levier politique. J'avais fait un livre avec Stéphane Hessel, que peut-être certains d'entre vous ont lu ou connu, et j'avais demandé que le dernier chapitre soit intitulé « La poésie comme forme suprême du politique ». Et c'est ma conviction, ce n'est pas une position théorique sur l'importance de la littérature. Et je l'ai expérimenté tout le temps. Ce dont je parle est pour moi une sorte d'expérience concrète. Il faut à tout prix, dans des situations d'autant plus difficiles, toujours penser à mettre de la beauté au service des gens qui souffrent. Contrairement à ce qu'on pense, c'est une forme de résistance et c'est une façon de les consolider et de leur donner du souffle. Et je le vois. Il y a autre chose aussi. Les seuls projets qui valent le coup d'être menés, les seuls défis qu'il faut prendre, sont ceux que beaucoup considèrent comme étant totalement irréalistes. C'est le seul qui marche. Croyez-moi, là encore, ce n'est pas une formule que j'ai trouvée. Quand j'ai dit la Palestine va entrer à l'UNESCO en tant que pays membre, ça a été d'une violence inouïe. Parce que l'adversaire savait ce que ça pouvait représenter. Et on est venu à plusieurs reprises me dire, entre en tant qu'une organisation et on vote pour toi dès le demain. Je dis non, c'est un pays, ce n'est pas une organisation. J'ai un territoire et pas des territoires. Nous avons mené par exemple une grande bataille sur l'usage du singulier à la place du pluriel.
Parce que jusqu'à présent, tout le monde dit les territoires. Non, c'est pas c'est un territoire. Mais quelle est la différence? Le singulier implique qu'un territoire a un peuple. Les territoires ont des habitants. Si vous dites des habitants, vous n'avez pas de droit à l'autodétermination. Si vous dites le territoire, j'ai mené une bataille de 6 mois en renvoyant les courriers internes de l'UNESCO, qui étaient renvoyés sans le singulier, en disant l'adresse est fausse. Et pendant 6 mois, on les a renvoyés avec la fausse adresse. Au 8e, ils ont compris. On a institué, j'ai changé les plaques, pour vous dire à quel point tous ces symboles ne sont pas simplement formels ou symboliques. Il y a autre chose, toujours derrière. Là, entre le singulier et le pluriel, vous voyez la différence énorme qu'il y a. Nous avons mené donc tout le temps des batailles qui pouvaient sembler être impossibles, et en tout cas inutiles. Par exemple, l'inscription de sites palestiniens au patrimoine mondial de l'humanité. Et j'ai constaté que c'était une chose juste, à la violence des opposants. Il y a une violence que vous ne pouvez pas imaginer dans cette institution. On fait science, culture. Vous n'imaginez pas la violence qu'il y a eu. On est entré. C'est pour dire les bons projets sont toujours à la base utopistes. C'est vraiment les seuls qui méritent la peine qu'on se batte. Et on s'est beaucoup battu pour celui-là. Il faut que j'ajoute 2 choses. C'est une dette et qu'on n'oubliera pas. Tout d'abord, une dette à l'égard d'Ernest Pignon-Ernest, qui lui, après des dizaines d'années d'amitié, un jour, tout à fait par hasard, après avoir eu un séjour en Palestine, à Ramallah, pour travailler sur les poèmes de Darwish, me raconte, il dit, tu sais, il y a une expérience dans laquelle je joue un rôle, etc., au Chili, ensuite pour l'Afrique du Sud. Je lui dis, mais depuis le temps que tu me connais, tu ne m'as jamais raconté ça. Donc dès le lendemain, on a lancé, c'était en 2015, on a lancé le projet. Et très très vite, on a été époustouflés par la taille des dons. C'est-à-dire, au bout de 2 ou 3 mois, je ne pouvais plus, au bureau, j'étais encore ambassadeur à l'UNESCO, je ne pouvais plus arriver à ma table, tout était encombré de cadres. J'ai été voir Lang, à l'Institut du monde arabe, et durant l'entretien, on s'est tout de suite mis d'accord pour signer une convention. Donc l'Institut du monde arabe n'est pas simplement un dépôt de la collection, il est partenaire. Ils sont partenaires du projet. Ils seront là jusqu'au moment où nous allons transporter toutes les œuvres vers le musée national qui doit être à Jérusalem-Est, parce qu'un musée national est dans une capitale. Il n'est pas dans des villes annexes. Donc nous attendons, on le fera. Mais donc, Jacques Lang a signé immédiatement l'accord. C'est pour cela que nous sommes tranquilles, pas simplement par le fait qu'on a la place. Ce que vous voyez là, c'est à peu près le quart de la collection actuelle. Et ça continue, les donations continuent. Donc, Jacques Lang a pris la collection. Nous avons tout répertorié en images, en fiches techniques. C'est gardé comme une vraie collection de musée. Et ça nous donne une liberté formidable et de mouvement, de pouvoir exposer, de pouvoir répondre à des demandes et surtout d'être tranquille sur les œuvres, qu'elles ne sont pas détériorées, qu'elles sont bien conservées. Donc Lang et Ernest Pignon ont été quand même 2 pivots de la réussite de ce projet et il faut à tout prix leur rendre hommage. Bon, Ernest a déjà une longue expérience, il y a quand même aussi des éléments très jolis, puisque Ernest, quand il transporte les 1000 pièces de dons à l'Afrique du Sud, et quand il lance le projet, Mandela est en prison. Hein. Là encore, un projet jugé complètement irréalisable. L'apartheid est bien en place. Au Chili, Pinochet est bien en place. Il faut toujours aller dans des moments où ça semble impossible. Donc Ernest arrive, et avec les 1000 pièces, ce qui est énorme. Et à un moment, ils ont dû arrêter en disant « Excusez-nous, on ne peut plus réceptionner ». Et il fait signer à Mandela un reçu, en disant « Voilà, moi, Nelson Mandela, j'atteste que j'ai reçu des mains d'Ernest Pignon-Ernest 1000 tableaux, etc. » Et là, chaque fois qu'Ernest fait une exposition, le reçu, il l'a photographié, le reçu est encadré et il est toujours exposé dans les expositions d'Ernest avec la signature de Mandela qu'il a bien réceptionnée. 1000 pièces des mains de Pignon. Donc il y a une tradition dans l'histoire de ces musées, une très très belle tradition qui est
celle de l'exil. Là, vous avez trouvé une belle formule de Darwish sur l'absence. Mais c'est des... Vous savez, parfois, sur une image, le personnage qui n'apparaît pas est 1000 fois plus visible que ceux qui apparaissent. L'absence est plus visible que les présences très souvent. Et ce musée est cela. C'est une visibilité d'une absence. Donc voilà, bonne visite et merci beaucoup d'être là. Merci à vous.